est-ce qu'on passe du désir à l'acte? Et puis, autre question qui est dans ce qu'on appelle le suicide assisté, est-ce qu'on va demander pour cet acte l'aide d'un médecin ou l'aide de quelqu'un? Et c'est là que la question devient très, très difficile et est ouverte par certains qui disent je demande à des médecins de mettre fin à ma vie pour mettre fin à mes souffrances. Et c'est là où on demande à la médecine quelque chose qu'elle s'est toujours interdit depuis toujours de faire. Objectivement, qu'il y ait eu des actes de transgression dans l'histoire, on en trouve toujours. Il y a toujours eu des lois qui interdisent le vol, il y a toujours eu des voleurs et des gangsters. Mais la loi est là. La loi pour la vie, pour la profession médicale, c'est de faire vivre. Dominique Quignot, Monseigneur Petit tout à l'heure évoquait la dignité humaine. Dignité humaine, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue autour du cas de Chantal Sébir, tant du côté des pro-euthanasie que des anti. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu un peu le sens de cette notion de dignité humaine? Alors effectivement, dans tous ces débats, on peut tous s'agacer de l'usage du mot dignité par des gens de l'association des droits à mourir dans la dignité, parce que c'est évident, tout le monde veut mourir dans la dignité. Je ne vois personne qui ne veuille pas cela pour lui-même et pour les gens qu'il aime. Donc cet usage est effectivement un peu une OPA sur le mot. Cela dit, je pense que toutes ces affaires, qu'il s'agisse d'ailleurs de début de la vie ou fin de la vie, traduisent un désarroi de nos contemporains devant ces questions. Et je pense que c'est un peu facile de les balayer d'un revers de la main, ce que ne font pas les interlocuteurs ici, mais quand on a tendance à accuser les médias qui manipuleraient l'opinion, etc., je pense que cette opinion est vraiment traversée par ces questions. Je veux dire, les conditions ont changé. Aujourd'hui, d'abord, les gens vivent plus âgés, la question de la dépendance, des maladies telles qu'Alzheimer, etc., se pose de façon plus massive. Au tout début de la vie, avec les diagnostics avant la naissance, des jeunes couples se trouvent à avoir à prendre des décisions éthiques vraiment très difficiles. Et est-ce ils sont armés pour ça? Qu'est-ce qui les a formés? Où peuvent-ils nourrir leur réflexion? Qui, à côté d'eux, peut les aider? Donc moi, la question qui me traverse toujours par rapport à, parce que je suis quelqu'un de communication, c'est comment ce langage de l'Église et cet absolu de la dignité, comment la faire passer sans avoir l'air d'être, indifférent à la souffrance des gens, au drame que beaucoup de gens rencontrent dans leur expérience quotidienne. Sur la question du geste euthanasique, le nombre de gens qui disent « mais moi, je ne suis pas sûr que le médecin accompagnant mon père très âgé n'a pas à un moment est allé au-delà du soulagement de la souffrance, etc. » C'est quelque chose qui traverse quand même tout. 91% des Français se disent favorables à l'euthanasie selon un récent sondage. Oui, alors là, la question posée est quelquefois... voilà. Puis je voudrais juste relever, quand vous dites qu'ils ne font pas la une des médias, il y a certains médias qui ont fait la une et sur la question du... Plutôt les médias chrétiens d'ailleurs. Voilà, et puis et sur la pétition des médecins en faveur de la vie. Alors, on revient à cette loi sur l'euthanasie de 2005. Elle fait l'objet, professeur Jonquet, d'une mission d'évaluation, et ce à la suite du cas de Chantal Sébir. Monseigneur 23, l'archevêque de Paris, président de la conférence des évêques de France, il est lui opposé à une révision de la loi. Il dit les lois ne sont pas faites pour résoudre chaque problème particulier. Alors, qu'en pensez-vous, vous? Est-ce que cette loi, vous semble adaptée? C'est pas une loi sur l'euthanasie. Elle a été intitulée dans la loi, dans le texte de la loi, l'euthanasie n'est pas citée. On accepte le terme de laisser mourir, mais on ne tue pas. J'aime pas ce terme de laisser mourir, parce que derrière, il y a une connotation d'abandon. Et ce cadre législatif vous paraît suffisant aujourd'hui? Ce cadre législatif me paraît suffisant aujourd'hui. Cette loi, elle est très pédagogique, à mon sens, parce que elle accepte le fait que quelqu'un puisse mourir. Savoir quand quelqu'un va mourir ne veut pas dire obligatoirement qu'on ait l'intention qu'il meure. Et donc, dans les situations un petit peu extrêmes, telles qu'on le vit en réanimation, nous sommes parfois amenés à limiter des prises en charge, soit parfois à arrêter des prises en charge, que ce soit une dialyse. C'est plus difficile, ça pose des problèmes concrets de modalité
pour la ventilation artificielle. On peut arrêter aussi certaines drogues qui maintiennent la tension à un certain niveau, la tension artérielle à un certain niveau. Bon, ça c'est possible. Ça c'est tout le temps fait, et même le premier qui en a parlé, c'est Pie XII, qui a dit en 1957, à l'embryologie de la réanimation, on est pour maintenir quelqu'un en vie, nous ne sommes pas obligés d'utiliser des moyens extraordinaires. J'ai oublié le terme exact. Donc, ce sont des choses. Alors, l'extraordinaire de 57 et l'extraordinaire de 2007, ça change, mais le principe peut rester. Et donc cette loi, elle consacre ce fait, parce qu'avant c'était pas acquis, ça n'était pas acquis. On pouvait être accusé à la limite de non-assistance à personne en danger, voire de meurtre avec préméditation. Mais ces limitations, ces arrêts, se font sous conditions. Il faut, au sein de l'équipe, une réflexion collégiale qui fait intervenir les médecins, bien sûr, mais les infirmières, les aides-soignants, qu'il ne faut pas oublier, éventuellement un psychologue s'il y en a, le kinésithérapeute. Donc, une espèce de réflexion de l'ensemble de services. Dans le service dont je m'occupe, nous avons 2 staffs éthiques par semaine dans l'unité de réanimation et un staff éthique dans l'unité de post-réanimation. Justement pour discuter de ces problèmes. Et ces décisions, ça se prend pas comme ça. On coche des cases. Bon, oui, non. C'est des choses il faut du temps dans cette réflexion, dans cette limitation et dans la menée de ces arrêts thérapeutiques. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que cette réflexion vraiment intègre aussi les familles, bien sûr. Mais la réflexion aussi qu'on peut avoir, on parlait des soins palliatifs tout à l'heure, mais même en réanimation, on peut faire du soin palliatif. Alors c'est sûr, c'est du concentré dans le temps, c'est du concentré dans l'espace, mais on peut faire aussi des soins palliatifs. On peut faire. Alors, on revient sur la médiatisation autour de Chantal Sébir et avant elle de Vincent Imbert. Cette médiatisation a suscité une vive émotion dans l'opinion publique. Alors, comment cette émotion a-t-elle été utilisée par le lobby de l'euthanasie? Décryptage dans ce reportage de Guillaume Roubert. Vincent Imbert, Maya Simon ou plus récemment Chantal Sébir. Des visages à la une des médias. Des noms devenus des affaires qui relancent périodiquement chez les Français le débat sur l'euthanasie et la fin de vie assistée. C'est d'abord un drame profondément humain. Et je pense qu'une loi pourrait effectivement légiférer pour ces exceptions qui sont absolument dramatiques. Moi, je serais dans l'état qu'elle était. Moi, j'aurais préféré qu'on me fasse quelque chose pour mourir. Dans des cas extrêmes de maladie dans lesquels ils étaient arrivés, je pense qu'il faut statuer sur l'euthanasie. On a tendance à agir en fonction des émotions qu'on ressent. Une opinion publique sous le coup de l'émotion. Selon les derniers sondages, 9 Français sur 10 penchent aujourd'hui en faveur de l'euthanasie. Car si la famille Imbert ou Chantal Sébir usent du levier médiatique pour encadrer juridiquement leurs actes, les Français sont eux invités à arbitrer une question de société à travers le prisme de ces cas d'exception. L'essentiel du débat tourne autour de ces témoignages. Et quand on est donc pris dans ce débat, la question récurrente que se pose, plus ou moins consciemment, c'est de savoir est-ce que Chantal Sébir, est-ce que Marie Imbert peuvent continuer à subir de telles souffrances, à vivre dans cette situation-là? Et la réponse ne peut être que non. Donc on est en effet un peu sommé de prendre position sur des situations individuelles. Et on se retrouve en fait, au bout du compte, avec un débat caricatural sur oui ou non, faut-il faire une loi pour l'euthanasie active. Pour ou contre la loi, peu importe les circonstances et les faits finalement. La famille Imbert ou Chantal Sébir deviennent, par voie de presse, les figures de proue d'une campagne d'opinion où le lobbying et les tribunes partisanes trouvent forcément leur place. Derrière ces 2 affaires, on retrouve notamment Jean-Luc Romero et les 44 000 adhérents de la puissante Association pour le droit de mourir dans la dignité qui milite pour une loi sur l'aide active à mourir. C'est elles-mêmes qui ont décidé à un moment de porter publiquement leurs histoires. Aucune association
Personne ne les a jamais forcés à quoi que ce soit. Il faut être très clair. Et je pense que si des gens sont obligés comme ça à un moment de témoigner, c'est parce que justement leurs souffrances ne sont pas suffisamment prises en compte par la société et leur demande, qui peut être légitime, leur demande notamment d'en finir quand les souffrances sont insupportables, ne sont pas prises en compte par la société. Nous sommes là en soutien et évidemment nous intervenons après dans le débat parce que c'est évidemment totalement notre place d'être à leur côté et bien sûr de participer à un débat qui est celui que nous essayons de porter depuis longtemps.